Croyez-vous aux coïncidences? Et si je vous disais que l'un des hommes les plus riches du pays a vu sa vie basculer après être entré, par erreur, dans les funérailles d'un inconnu? On dirait une scène de film, mais c'est bien réel. Ce que Thomas a découvert dans ce cercueil allait bien au-delà d'un simple corps. C'était un secret capable de bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur sa propre existence. C'est une histoire qui va vous toucher profondément, parce qu'elle parle d'identité, de choix, de regrets, et surtout d'un passé qu'on ne peut jamais vraiment enterrer. Si vous aimez les récits émouvants, remplis de rebondissements à couper le souffle et avec une fin qui restera dans votre esprit pendant des jours, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et commentez le mot « mystère » ici en bas. Comme ça, je saurai que vous êtes avec nous jusqu'au bout. Ce mardi matin-là, froid et gris, Thomas Albuquerque, l'un des plus puissants entrepreneurs du pays, était sorti de chez lui sans l'intention de s'arrêter. Il avait une réunion avec des investisseurs sud-coréens, un déjeuner avec le ministre de l'économie et un dîner avec de potentiels acheteurs de son groupe pharmaceutique. Mais rien de tout cela ne s'est produit. En chemin, son chauffeur dut faire un détour. Une voie bloquée, un accident plus loin, et soudain, Thomas se retrouva devant un petit cimetière qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. C'était comme si cet endroit était apparu de nulle part. Sans savoir pourquoi, il demanda au chauffeur de s'arrêter. « Attendez-moi ici », dit-il avec fermeté. Quelque chose dans cette chapelle silencieuse, ces fleurs fanées sur le portail, cette odeur d'encens ancien l'attiraient d'une façon inexplicable. Il entra lentement, les mains dans les poches, les pas hésitants. Il n'y avait qu'un seul cercueil ouvert au centre de la pièce, 3 chaises vides et un vieil homme en costume gris foncé, tenant son chapeau à la main, les yeux rougis. Thomas, toujours poli, murmura « Mes condoléances ». L'homme le regarda, surpris, et dit simplement « Tu es venu ?» Thomas fronça les sourcils. « Désolé, je crois que je suis entré dans la mauvaise cérémonie. » Mais l'homme sourit tristement et montra le cercueil du doigt. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Thomas s'approcha, comme poussé par une force qu'il ne comprenait pas. Lorsqu'il regarda à l'intérieur du cercueil, le monde s'arrêta. Le visage était inconnu, mais autour du cou du défunt, il y avait un collier identique à celui qu'il portait lorsqu'il avait été abandonné à 5 ans devant un orphelinat. Thomas sentit ses jambes faiblir. Le collier dans le cercueil n'était pas une simple relique. C'était une cicatrice vivante. Il s'en souvenait très bien. Une chaîne simple, avec une médaille de Saint-Benoît, pendue à son cou le jour où il avait été laissé, sans explication, aux portes de l'orphelinat Espérance, dans l'intérieur du Minas-Gerais. À l'époque, la directrice lui avait dit que ce collier était le seul indice de son identité. Thomas avait gardé cette image comme un fragment de lui-même, jusqu'à ce moment. Comment ce collier avait-il atterri là? Et qui était cet homme au visage paisible, aux cheveux grisonnants, aux mains calleuses? Il ne le connaissait pas, ou peut-être que si. Son cœur battait à toute allure. Thomas avait besoin de réponses, mais ne savait pas par où commencer. Il sentit le regard insistant de l'homme en costume. « Tu ne sais vraiment pas qui il était, n'est-ce pas ?» demanda-t-il presque dans un souffle. Thomas, la voix nouée, répondit « Non, mais ce collier m'appartenait. » L'homme fit un pas en avant. « Alors tu es le garçon au collier » murmura-t-il, comme pour lui-même. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que vous savez à ce sujet ?» demanda-t-il, presque désespéré. Le silence emplit la chapelle pendant quelques secondes. L'homme montra simplement une tombe fraîchement installée à l'extérieur. Thomas sortit, encore sonné, et s'en approcha. Gravé dans la pierre, il lut un nom qu'il n'avait pas entendu depuis qu'on l'avait laissé à l'orphelinat. Antonio Vasconcelos, père jusqu'au bout. Un instant, le monde sembla s'arrêter de tourner. Cela n'avait aucun sens. Père? Cet homme? Serait-ce lui? Son père biologique? Mais pourquoi ne l'avait-il jamais cherché? Pourquoi personne ne lui avait rien dit? De retour dans la chapelle, l'homme sortit une petite lettre de la poche de sa veste et la tendit à Thomas. « Il a laissé ça, au cas où tu viendrais, » dit-il. Thomas prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle était adressée « Pour mon fils, si un jour il vient me voir. » Et à cet instant, pour la première fois depuis très longtemps,
Le millionnaire sentit une boule dans la gorge que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient dissiper. Thomas quitta le cimetière sans pouvoir prononcer un mot. Il monta en silence dans la voiture, la lettre dans les mains, le regard perdu dans le vide, l'esprit en tumulte. Pour la première fois depuis des décennies, il n'avait plus le contrôle de sa propre vie. Pendant toute son ascension, il avait cru venir de nulle part, avoir été oublié, abandonné. Et voilà qu'il découvrait que quelqu'un l'avait peut-être aimé, en silence, jusqu'au dernier souffle. Des heures plus tard, déjà dans son luxueux appartement au sommet de la tour Prime, il trouva enfin le courage d'ouvrir la lettre. Ses mains tremblaient. L'écriture était simple, hésitante, mais pleine d'émotion. « Mon fils », commençait le texte, « pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je regrette ce choix. Ce fut l'erreur qui m'a brisé, mais c'était la seule façon de te sauver d'un monde que moi-même, je n'ai pas pu vaincre. » Thomas s'arrêta. Ces mots le transperçaient. La lettre continuait, expliquant comment Antonio avait été menacé, s'était endetté lourdement et avait été contraint de confier son fils à une adoption clandestine, pensant que c'était la seule manière de le protéger. Mais quelque chose avait mal tourné. La mère avait disparu, les dossiers avaient été effacés et il n'avait jamais pu retrouver l'enfant. Jusqu'à ce que, des années plus tard, il découvre à la télévision qu'un jeune entrepreneur millionnaire portait le même nom et prénom qu'il avait donné à son fils, Thomas Albuquerque. Cette coïncidence avait ravivé l'espoir, mais Antonio était vieux, malade, sans ressources et savait qu'il lui restait peu de temps. Il passa ses derniers mois à attendre, chaque jour, devant l'immeuble de la société de Thomas, espérant un regard, une chance. Mais le vigile ne lui permit jamais d'approcher. Alors, il laissa une lettre au gardien du cimetière avec une demande. « Si un jour il vient, donne-lui ceci. » Thomas sentit les larmes couler en silence. Rien dans sa vie ne l'avait préparé à ça. Rien. L'homme qu'il aurait pu appeler « papa » était mort seul. Et lui, avec tous ses millions, n'avait jamais su. Il était minuit. Il se leva, prit son téléphone et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des décennies. Il appela l'orphelinat où il avait grandi. De l'autre côté de la ligne, une voix fatiguée répondit. C'était Madame Yolande, l'ancienne directrice, aujourd'hui âgée de presque 80 ans. Thomas n'eut pas besoin de dire qui il était. Elle reconnut sa voix. « Thomas, j'ai attendu des années pour cet appel. Il faut qu'on parle, en personne. » Le lendemain, le ciel était couvert lorsque Thomas se gara devant l'ancien orphelinat. Le lieu semblait figé dans le temps. Les murs décrépits, le portail rouillé, le jardin sans fleurs, tout était comme dans ses souvenirs, et pourtant, tout semblait différent. En marchant jusqu'à la porte, des images de son enfance lui revinrent. L'odeur du pain rassis, le son de la cloche appelant à la douche, la voix de Madame Yolande criant des noms dans le couloir. Elle l'accueillit dans un silence chargé d'émotion, les yeux embués de larmes. « Tu as tellement grandi, mon fils, mais tu as gardé le même regard. » Thomas s'assit sur la même chaise en bois qu'il utilisait à 8 ans. La pièce était étroite, remplie d'étagères, couvertes de dossiers anciens et poussiéreux. La directrice prit une boîte bleue, fermée par un ruban rouge, et la posa sur la table. « Voici les quelques archives qui restent de ton dossier. Les autres ont disparu. » Elle ouvrit la boîte et commença à montrer des photos délavées, des rapports écrits à la main, et enfin, une feuille déchirée en deux, avec un tampon officiel. C'est le document d'admission. Il devrait être complet, mais une partie a disparu juste après ton arrivée. On soupçonne que quelqu'un l'a prise, peut-être pour effacer des traces. Thomas examina le morceau de papier attentivement. Son nom y figurait, incomplet, avec une annotation illisible en bas de page. La partie inférieure du document, là où figurent normalement les noms des parents ou des tuteurs, avait été arrachée sauvagement. Il déglutit avec difficulté. « Quelqu'un ne voulait pas que je sache qui j'étais, » dit-il à voix basse. Madame Yolande acquiesça, puis elle sortit d'une enveloppe une petite lettre sur un papier jauni. « Celle-ci a été écrite par ta mère biologique, selon une employée de l'époque. Mais nous n'en avons jamais eu la certitude. Elle avait été laissée à la réception avec le collier. Nous avons pu la conserver parce que je l'ai cachée avant qu'elle ne disparaisse aussi. » Thomas la lut, le cœur battant. « Pardonne-moi, mon fils.
Un jour, si le destin le permet, tu sauras pourquoi. Je t'aime au-delà de la vie, monsieur. Monsieur qui était M. Marina, Maria, Myriam, une piste fragile, un écho du passé qui l'appelait. Thomas se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et regarde la cour vide. La sensation est claire, la vérité était enterrée, mais pas morte, et il était prêt à creuser jusqu'au bout, même si cela devait tout lui coûter. Les jours suivants, Thomas s'immergea dans des papiers anciens, des noms qui ne signifiaient rien pour lui jusque-là, mais qui résonnaient désormais comme des énigmes. Il engagea une équipe d'enquête discrète, exigeant que personne ne sache le but réel de cette recherche. Mais au fond de lui, il savait que les réponses ne se trouvaient pas dans les archives numériques. Elles étaient dans les gens, et beaucoup de ces gens étaient passés par cet orphelinat. L'une des premières pistes apparut dans une vieille liste d'anciens employés. Un nom attira son attention. Marlène Rodrigue, infirmière. Elle avait travaillé à l'orphelinat exactement la semaine où Thomas y avait été déposé. Étrangement, elle avait été renvoyée 3 jours plus tard, sans raison inscrite dans les registres. Il nota son nom et demanda à la localiser. Moins de 24 heures plus tard, il apprit qu'elle vivait à moins de 100 km de là, dans une ferme isolée, recluse depuis des années. Le jour suivant, Thomas s'y rendit en personne. À son arrivée, il fut accueilli avec méfiance. Une femme âgée, mince, au regard inquiet, ouvrit la porte. « Je suis Thomas Albuquerque. J'ai besoin de vous parler d'un événement qui s'est produit il y a de nombreuses années. » Son nom avait encore du poids. Elle pâlit. « Vous êtes l'enfant ?» demanda-t-elle presque à bout de souffle. Marlène l'invita à entrer. La maison était modeste, meublée de vieux objets, l'air chargé d'odeurs de bois humide. Ils s'assirent face à face, une tasse de thé entre eux. Elle tremblait. « Je me souviens du jour où vous êtes arrivé. Il faisait froid. La femme qui vous a amené était désespérée. Elle pleurait tellement. Elle m'a supplié de vous protéger. » Thomas se pencha légèrement en avant. « Ah, vous souvenez-vous de son nom ?» Marlène hésita. Elle ne voulait pas qu'on sache qui elle était, mais je crois qu'elle s'appelait Myriam ou Marina, quelque chose comme ça. Elle a laissé une lettre et un collier. Thomas sortit la lettre de sa poche. Marlène la reconnut immédiatement. C'est elle, exactement celle-là. Je me souviens de l'écriture. Je l'ai cachée parce que, 2 jours après, un homme est venu à l'orphelinat. Il réclamait les documents. Il était agressif. Il disait devoir effacer toute trace reliant l'enfant à cette femme. C'est à ce moment-là qu'on m'a licencié. Cet homme avait-il un nom ? Insista Thomas. Marlène baissa les yeux. Non, mais il portait une grosse bague dorée, avec un symbole étrange. On aurait dit un emblème de fraternité ou d'un ordre secret. Thomas frissonna. Ce n'était plus une simple histoire triste. C'était une conspiration. Et quelqu'un, quelque part, ne voulait toujours pas qu'il connaisse la vérité. La description de Marlène hantait l'esprit de Thomas. Un homme agressif, une bague dorée, un symbole mystérieux. Cela ressemblait à une ombre planant sur ses origines. Et il devait découvrir qui se cachait derrière tout cela. Il ordonna à son équipe d'enquêter sur les symboles de fraternité, les loges maçonniques, les organisations anciennes. En quelques jours, un nom revenait sans cesse. Ordre fraternel de l'Aurore, un groupe discret, élitiste, composé d'entrepreneurs, de juges et d'hommes politiques. Le symbole correspondait, un soleil se levant entre 2 montagnes, exactement comme Marlène l'avait décrit. Et c'est là qu'un nom familier apparut sur la liste des anciens membres, Maître Rubens Assunção, un avocat influent qui, par hasard ou pas, avait traité des dossiers d'adoption il y a 40 ans. Y compris ceux de l'orphelinat Espérance. Thomas décida de se rendre chez lui personnellement. Il prit rendez-vous sous un faux prétexte, comme s'il s'agissait d'une fusion d'entreprises. Lorsqu'il entra dans le bureau de l'avocat, une pièce remplie de tableaux coûteux et de meubles en bois sombre, quelque chose dans le regard de Rubens trahit un malaise. Il savait. « Maître Rubens, dites-moi, il y a 40 ans, avez-vous traité une adoption irrégulière impliquant un enfant abandonné dans un orphelinat et une femme nommée Myriam? Vous vous souvenez ?» Rubens se leva lentement, marcha jusqu'au bar, se servit un whisky et resta silencieux. Je savais que ce jour viendrait. « Vous êtes l'enfant au collier, n'est-ce pas ?»
Thomas acquiesça. L'avocat soupira profondément. Je n'ai pas de fierté à ce sujet. Mais à l'époque, votre père biologique était sous menace de mort. L'enfant, vous, était une cible. Des gens puissants étaient impliqués. Des politiciens, des entreprises, des noms que vous n'imagineriez même pas. Et pourquoi effacer mes origines? Demanda Thomas. Parce que votre mère était une menace pour eux. Elle savait trop de choses. Et quand elle a tenté de s'enfuir avec vous, ils l'ont poursuivie. Nous vous avons caché à l'orphelinat. Nous avons déchiré les dossiers, changé les dates. C'était la seule manière de vous garder en vie. Thomas sentit son estomac se nouer. Et aujourd'hui, où est-elle? Ma mère? Rubens regarda par la fenêtre et dit avec tristesse, « Disparue, plus jamais revue. Mais j'ai entendu des rumeurs qu'elle vivrait dans la rue, sous un autre nom. Comme si elle avait effacé sa propre identité pour vous protéger. » La douleur montait. La vérité venait en morceaux, chacun plus lourd que le précédent. Thomas sortit du bureau, le cœur écrasé. Derrière sa fortune se cachait une histoire de persécution, de silence et de perte. Et maintenant, il était plus proche que jamais de la femme qui lui avait donné la vie et de tout ce qu'on avait tenté d'effacer. Pendant la nuit, Thomas dormit à peine. Les mots de Rubens résonnaient en lui comme un tonnerre sourd. Sa mère était peut-être vivante, quelque part, cachée dans les ombres de la ville, comme un fantôme que le temps avait tenté d'effacer. Mais par où commencer? Elle pouvait être n'importe où, et sous un autre nom. Le lendemain, il congédia son chauffeur, enfila des vêtements simples et loua une voiture. Il ne voulait pas être reconnu. Il savait que la seule manière de la retrouver, c'était de disparaître dans la foule, comme elle l'avait fait. Pendant plusieurs jours, il arpenta des lieux que sa fortune ne lui avait jamais permis de connaître. Des quartiers délabrés, des centres d'accueil, des églises, des files d'attente pour des dons, des ruelles oubliées. Il montrait une vieille photo en noir et blanc, retrouvée à l'orphelinat. « Avez-vous déjà vu cette femme ?» demandait-il. La plupart disaient non. D'autres détournaient simplement les yeux. Jusqu'au 4e jour, une vieille dame qui distribuait des soupes pointa du doigt une femme recroquevillée sous un pont. Elle vient de temps en temps. Elle ne parle à personne, mais elle porte une petite médaille autour du cou, exactement comme celle de la photo. Thomas courut jusqu'à l'endroit, mais elle avait déjà disparu. Il ne restait qu'un bout de couverture et un sachet de médicaments. Il passa la nuit là, à attendre. Pour la première fois, il comprit ce que signifiait être invisible aux yeux du monde, et peut-être que cela l'avait rapproché d'elle plus que n'importe quelle piste. Vers 5 heures du matin, alors que la ville commençait à peine à respirer, il la vit. Cheveux gris, visage marqué par la vie, démarche lente. Elle portait un vieux manteau, et au cou, la médaille. Thomas s'approcha lentement. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait s'arrêter. « Excusez-moi, vous appelez-vous Myriam ?» Elle le fixa quelques secondes, en silence. Ses yeux fatigués semblaient le scruter. « Ça dépend. Qui le demande ?» Il sortit la lettre de sa poche. Elle la reconnut instantanément. Et alors, comme si une porte du passé s'ouvrait entre eux, elle éclata en sanglots. « Tu as grandi. Mon Dieu, tu as survécu. » Les mots sortaient entre les sanglots. Thomas s'agenouilla, prit ses mains froides dans les siennes. Pour la première fois de sa vie, il regardait dans les yeux la femme qu'il avait mise au monde. Et rien n'aurait pu le préparer à ce qu'elle gardait encore en elle. Le banc de béton sous le pont devint, à cet instant, l'endroit le plus sacré de la vie de Thomas. Il ne voyait plus les détritus autour, ni les voitures qui passaient, ni le froid qui lui coupait la peau. Il ne voyait que sa mère, Myriam, assise à ses côtés, tenant sa main comme s'il était encore ce petit garçon de 5 ans qu'elle avait dû abandonner à l'orphelinat. Elle commença à raconter. Sa voix était faible, mais assurée. « Ton père et moi, on s'est connus très jeunes. On travaillait dans une imprimerie qui produisait des journaux indépendants, dénonçant la corruption politique. Un jour, on a découvert quelque chose de trop grand. Un réseau d'adoption illégale, de trafic de bébés et de destruction de documents dans des hôpitaux publics. Quand on a essayé de dénoncer, tout s'est retourné contre nous. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. Myriam continua. « Ton père a été menacé. J'ai été poursuivi. Ils ont inventé une accusation de vol contre moi. J'ai été licencié. Ma maison a été fouillée. Quand j'ai su que j'étais enceinte,
J'ai voulu fuir le pays, mais je n'y suis pas arrivé. Alors, à ta naissance, on a essayé de te cacher, mais ils t'ont retrouvé. C'est à ce moment-là qu'Antonio t'a emmené à l'orphelinat. Moi, je suis resté en cavale. Il disait que c'était la seule façon de te sauver. Je voulais revenir, mais je savais que si je le faisais, je te mettrais en danger. Elle s'arrêta un instant, luttant contre les larmes. J'ai attendu que le temps passe. Mais quand je suis retourné à l'orphelinat, tu n'y étais plus. Ton nom n'apparaissait plus dans les registres. Personne ne savait rien, on t'avait fait disparaître. Thomas ferma les yeux, tentant de contenir la douleur. Et pourquoi tu ne m'as jamais cherché? Tu n'as jamais fait appel à la presse? Tu n'as jamais mené d'enquête? Elle répondit, la voix brisée, « Parce qu'encore aujourd'hui, je suis suivi. Il y a des regards qui m'observent, des hommes toujours vivants. Si j'étais apparu, tu aurais été en danger. » Le silence entre eux fut long. Seul le bruit lointain des voitures remplissait l'espace. Puis Myriam dit quelque chose que Thomas n'oublierait jamais. « Je ne t'ai pas abandonné. J'ai vécu comme morte. Pour toi. Chaque nuit loin de toi était une blessure. Et maintenant que je te vois, je peux enfin respirer. » Thomas la serra fort dans ses bras. Pour la première fois de toute son existence, il ressentit la chaleur d'un amour qu'aucune fortune ne pouvait acheter. L'amour vrai. Et là, dans l'endroit le plus improbable, quelque chose de nouveau naquit. Un lien que ni les années, ni les mensonges, ni le pouvoir n'avaient réussi à briser. Thomas passa les jours suivants dans un silence total. Il annula ses réunions, repoussa ses voyages, suspendit ses contrats. Plus rien n'avait de sens tant que les voix du passé résonnaient encore. La conversation avec Myriam n'avait pas seulement révélé des vérités, elle avait allumé en lui une colère froide, profonde. Quelqu'un devait répondre de tout cela. Ce n'était pas seulement son histoire, c'était celle d'autres enfants, d'autres mères, d'autres vies qu'on avait effacées. Il retourna au cabinet de maître Rubens sans prévenir. Il entra sans frapper. L'avocat, en le voyant, tenta de garder contenance, mais ses yeux trahissaient une panique. Thomas jeta un dossier sur la table. Nom, date, transferts illégaux, falsification de documents. J'ai tout réuni, et ce n'est que le début. Rubens pâlit. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez, Thomas. Si, je sais très bien, et c'est justement pour ça que je ne vais pas m'arrêter. L'avocat se leva, nerveux. Vous voulez quoi? La justice ou la vengeance? Ce ne sont pas les mêmes choses. Thomas le fixa droit dans les yeux. Je veux la vérité, et je veux que plus jamais personne ne vive ce que ma mère a vécu. Le même après-midi, Thomas appela le journaliste d'investigation le plus respecté du pays. Il lui remit toutes les preuves réunies. Il désigna une équipe d'avocats pour protéger Myriam. Il acheta de l'espace sur les chaînes de télévision, les stations de radio, les portails d'information. Il décida que, s'il devait perdre des contrats à cause de cela, il les perdrait. Mais il ne se tairait plus. Le reportage explosa à la fin de la semaine. Tout le pays fut secoué. Le nom de Rubens, de juges à la retraite, de médecins, d'hommes d'affaires, tous étaient là. Certains étaient déjà morts, d'autres commencèrent à fuir. Mais désormais, le pays connaissait la vérité qu'ils avaient gardée sous silence si longtemps. Le soir de la diffusion, Myriam regardait le reportage assise sur un petit canapé, à côté de Thomas. Elle pleurait en silence, mais ce n'était plus de douleur, c'était de soulagement. « Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire », dit-elle. Il la regarda avec tendresse. « Tu as survécu, maman. Tu as déjà fait plus que n'importe qui. » Mais ce n'était pas la fin, c'était le commencement. Parce que lorsqu'on soulève le voile du mensonge, il faut être prêt à affronter les ténèbres qui en émergent. Quelques jours après la diffusion, Thomas reçut un appel d'un petit bureau d'état civil de province. Le fonctionnaire semblait nerveux. « Monsieur Albuquerque, nous avons retrouvé un vieux document au nom d'Antonio Vasconcelos. C'est un testament, jamais enregistré dans un registre officiel, mais authentifié et avec des témoins toujours vivants. Pourriez-vous venir en personne ?» Le lendemain, Thomas se rendit dans la petite ville où Antonio avait vécu pendant des années. Le bureau était modeste, les murs couverts de dossiers jaunis, l'air imprégné d'odeurs de papier ancien. Lorsqu'il ouvrit l'enveloppe, il reconnut immédiatement l'écriture de son père biologique. C'était bien lui, sans aucun doute. Le testament commençait simplement
Si un jour mon fils est retrouvé, je lui lègue tout ce que je possède, non pour la valeur, mais pour la vérité, et qu'il sache qu'il a toujours été aimé, même dans le silence. » Thomas sentit un pincement au cœur. Le document listait des terrains, quelques petites maisons, une vieille boutique et, ce qui le surprit le plus, des actions au nom de Myriam, conservées dans un compte jamais touché. Ce n'était rien comparé à l'empire qu'il possédait. Mais ce testament portait quelque chose qu'aucun de ces millions ne pourrait jamais acheter: de l'histoire, de l'affection et de la justice. En sortant du bureau, un employé l'appela discrètement: « Monsieur, il y a une chose de plus. Nous avons trouvé, avec le testament, un enregistrement sur cassette. Elle était très abîmée, mais nous avons réussi à la restaurer. » Thomas l'écouta sur un petit lecteur portable. C'était la voix fatiguée d'Antonio. « Mon fils, si tu entends ceci, c'est que je t'ai retrouvé d'une manière ou d'une autre. J'espère que tu es devenu un homme juste. Je n'ai pas pu être à tes côtés, mais j'ai été avec toi chaque jour. Je n'ai jamais su bien parler, mais je veux que tu saches, ton nom, Thomas, c'est la seule chose que j'ai gardée avec moi jusqu'à la fin. Pas par orgueil, par amour. » Le silence après la fin de l'enregistrement était absolu. Thomas tenait le petit appareil comme un trésor, et à cet instant, il sut ce qu'il devait faire. Ce n'était plus une question de vengeance, c'était une question d'honneur, de continuer une histoire qu'on avait presque effacée. Pendant plusieurs semaines, Thomas évita la presse, les partenaires, les actionnaires. Son visage était partout. La moitié de l'élite le critiquait pour avoir dénoncé des puissants. L'autre moitié le considérait comme un héros. Mais en lui, aucune de ces voix ne comptait. La seule qui résonnait, c'était celle d'Antonio sur cette cassette, et celle de Myriam, quand elle avait murmuré « Tu as survécu ». Alors, il convoqua une conférence de presse. Sa décision était prise. Le matin de l'événement, il enfila une chemise simple, pas de costume, pas de cravate. Myriam était en coulisses, accompagnée de 2 avocats et d'une assistante sociale. Dans la salle, des caméras du monde entier. Il monta sur scène, affronta les flashs, respira profondément et déclara « Pendant des années, mon histoire a été racontée à travers des chiffres, des bénéfices, des fusions, des classements, mais jamais à travers la vérité. Aujourd'hui, je cesse d'être seulement l'homme d'affaires Thomas Albuquerque et je me présente comme le fils de Myriam et Antonio, 2 êtres qui m'ont aimé, même sans avoir pu m'élever. » La salle resta muette. Il continua. « Je viens d'une histoire cachée pendant des décennies, une histoire de douleur, d'injustice et de silence, et je ne me tairai plus. À partir de maintenant, une partie de ma fortune servira à créer un institut pour retrouver et soutenir les enfants victimes d'adoptions illégales et les familles séparées de force. Mon empire ne sera plus un symbole de pouvoir, mais de réparation. » Certains journalistes pleuraient, d'autres prenaient note frénétiquement. Thomas quitta la scène avec la certitude que sa vie ne serait plus jamais la même. Et c'était une bonne chose, parce qu'enfin, elle était vraie. Plus tard, alors qu'il marchait main dans la main avec sa mère jusqu'à la voiture, Myriam lui dit « Tu as choisi le chemin le plus difficile. » Thomas répondit avec un sourire discret, mais aussi le plus juste. Le temps passa. Le scandale politique perdit en intensité dans les journaux, mais le nom de Thomas Albuquerque prit un nouveau sens. Il n'était plus seulement synonyme de richesse, il était devenu symbole de courage. L'Institut Antonio Vasconcelos grandissait, reconnectant des familles perdues, rouvrant des archives oubliées, donnant une voix à ceux qui n'en avaient jamais eu. Myriam s'installa chez lui dans une maison simple, loin des projecteurs. Elle ne voulait pas de luxe, juste la paix. Un après-midi, en rangeant une vieille boîte dans sa chambre, Thomas trouva une dernière lettre, écrite il y a des années par sa mère, mais jamais envoyée. « Si un jour tu me retrouves, je serai peut-être différente, plus vieille, plus fatiguée. Peut-être que j'aurai perdu la mémoire ou l'envie de vivre, mais pas l'amour. Celui-là, je l'ai gardé intact, même sans te voir grandir, même sans savoir si tu allais bien. Mon amour pour toi n'a jamais diminué. Jamais. » Thomas la lut en silence, et pour la première fois, il sentit que tout en lui s'était enfin aligné. Peu importait ce qu'on lui avait pris, ce qui comptait désormais,
C'était ce qu'il avait choisi de construire à partir de là. Il sortit de la maison et partit marcher seul. Le ciel était orangé. Une brise légère soufflait. Au loin, on entendait des enfants rire. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait léger, vraiment libre. Et maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous faire une invitation. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose de profond en vous, abonnez-vous à cette chaîne et commentez le mot « rédemption » ici en bas. Cela me montrera que vous avez ressenti chaque mot, chaque silence, chaque larme. Parce que certaines histoires ne sont pas seulement là pour nous divertir, elles sont là pour nous transformer.